Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, vous vous présentez dans le 15e arrondissement, vous êtes aussi l'ancien conseiller en communication de François Hollande. La communication de l'exécutif sur les retraites, c'est haro sur les régimes spéciaux, on l'a compris, les Français n'aiment pas les privilèges. C'est une bonne communication? C'est pas très clair en fait les intentions du gouvernement à l'heure actuelle. On ne sait pas s'ils veulent allonger la durée de cotisation, simplement finir avec les régimes spéciaux, mettre en place un nouveau système. Et moi je me sens assez proche de ce que dit Laurent Berger, le patron de la CFDT. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement clarifie ses intentions. D'ailleurs j'ai vu que le MEDEF disait la même chose. On est dans le flou et comme disait la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un gros loup. C'est volontaire ce flou? Je pense qu'ils ne savent pas très bien où ils veulent aller. Les intentions initiales d'Emmanuel Macron semblaient être de faire une réforme assez libérale, structurelle, on va dire. Et face aux oppositions qui viennent de toutes parts, d'ailleurs, il se rend compte qu'il n'a pas forcément assez d'énergie et de consensus social autour de lui pour y procéder. Il faut certainement faire une réforme des retraites, c'est incontestable. En revanche, il faut qu'elle se fasse dans la justice et en respectant aussi les engagements qui ont été pris auprès des agents publics qui sont rentrés à la SNCF, à la RATP et autres. Le jugement du président, les Français sont trop négatifs. Richard Ferrand ajoute même ce dimanche dans le JDD, ne soyons pas pleurnichards. Vous partagez? Non, pas du tout. Déjà, je pense que vous savez, il faut toujours se méfier quand les dirigeants politiques commencent à dire que c'est le peuple qui n'est pas bon et qu'il faut changer le peuple. Non, je crois que les Français, nous sommes tous comme nous sommes. Nous sommes exigeants, certes, mais nous avons raison de l'être. Et je me méfie de ces phrases qui ressemblent un peu, vous savez, à du mauvais coaching de développement personnel, positive attitude et autres. Ça porte pas... on va dire chance aux dirigeants politiques qui commencent à les porter. François Hollande, en son temps, avait dit ça va mieux, ça n'avait eu aucun effet. À une époque, Jean-Pierre Raffarin avait dit la positive attitude. Là, on dit que les Français sont trop pleurnichards. Non, les Français, ils sont comme ils sont et ils souffrent des inégalités, de la pauvreté et ils ont envie que ça aille mieux. Autre actualité sociétale, la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Gros succès de la manifestation samedi, près de 50 000 personnes. Vous avez été surpris par l'ampleur? Non, je n'ai pas été surpris, parce qu'on sent quand même dans la société qu'il y a un changement de point de vue. On en parle beaucoup plus facilement de ces violences inacceptables contre les femmes qui se déploient quand même pour beaucoup dans le cadre conjugal. C'est bien que les gens marchent. Maintenant, il faut que le gouvernement agisse, parce que ce qu'on attend, c'est des actions et des décisions aujourd'hui. On attend le plan aujourd'hui. C'est quand même un succès de Marlène Schiappa. Je ne sais pas, en tout cas, elle s'est transformée en porte-parole. Je crois que c'est surtout MeToo aux États-Unis et Balance ton porc en France, ils l'ont mis sur la table. Il y a un mouvement de société et les politiques ont raison, on va dire, de rebondir sur ce mouvement de société. Mais le rôle d'un ministre, c'est pas d'être à la une des journaux, c'est de prendre des décisions et de changer les choses sur le fond. Non, je pense qu'elle est, d'ailleurs, elle est plutôt aujourd'hui une phase de forme de diète médiatique. On la voit moins qu'avant. Elle va moins tous les jours à la télévision et c'est une bonne chose. Moi, ce que j'attends d'elle, comme dans tout l'ensemble du gouvernement, c'est des décisions et des actes, notamment pour punir très sévèrement ceux qui procèdent à ces violences contre les femmes et permettre à ces femmes d'être mises à l'abri quand elles sont menacées. Je regardais les antécédents. Déjà en 2013, Najat Vallaud-Belkacem s'emparait du sujet. On parlait déjà de numéros d'urgence, de formation des policiers, de l'accueil des femmes. On progresse quand même lentement. Très lentement, beaucoup trop lentement sur ce sujet des violences contre les femmes, ce qui se déploie beaucoup dans le cadre conjugal, mais aussi sur la question de l'égalité salariale, parce qu'on l'a vu il y a encore quelques semaines, vous savez que les Françaises gagnent beaucoup moins d'argent que les hommes, elles vont travailler le reste de l'année gratuitement, entre guillemets. Sur ce sujet aussi, on a beaucoup à faire, et c'est bien qu'il y ait une conscience de la société, maintenant il faut des actes. On parle de Paris. Vous voulez instaurer un loyer fictif que paieraient les propriétaires de logements vacants depuis au moins un an. Il y a déjà une taxe sur les logements vacants. Oui, quelle est l'idée? Elle est la suivante. Aujourd'hui, à Paris, il y a 100 000 logements vacants, totalement vacants, qui sont ni des résidences principales, ni des résidences secondaires, mais qui sont laissés vides par des propriétaires qui, pour l'essentiel, sont des entreprises, en réalité, pendant plus d'un an. C'est pas acceptable à un moment où les prix de l'immobilier explosent et les familles peuvent provoquer un choc d'offres. C'est un peu un serpent de mer, cette histoire. Oui, mais en fait, jusqu'à présent, on a privilégié des demi-mesures, parce qu'on a beaucoup de mal à recenser ces logements vacants. Maintenant, l'INSEE le fait bien, et les propriétaires qui sont des compagnies d'assurance, des banques, devraient être incités beaucoup plus fortement à les remettre sur le marché. Vous imaginez si on arrive à mettre ne serait-ce que 50% de ces biens sur le marché, eh bien ça créera un choc d'offres et ainsi on pourra contenir la hausse des prix de l'immobilier, mais il faut faire plein d'autres choses en matière de logement. Par exemple, Yann Brossa a annoncé hier que ça y est, bientôt des logements à 5 000 € le mètre carré. 500, ça serait pas cher. Ça serait vraiment extraordinaire. 5 000 € le mètre carré, 500 appartements pour les classes moyennes. Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens d'une réforme et d'une amélioration de la vie pour le logement est bien. En revanche, je me méfie un peu de cette mesure dont j'attends
d'avoir des précisions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça met une propriété au rabais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de bail amphithéotique, ça a une location de longue durée sur un siècle, sans avoir la totalité de la propriété. Ce qu'il faut, c'est de la vraie propriété pour les classes moyennes à Paris. C'est pour ça que moi, je propose de construire 30 000 nouveaux logements à Paris au cours du prochain mandat, mais aussi peut-être d'imaginer une politique du logement à l'échelle du Grand Paris, parce qu'on voit bien que Paris est une ville trop petite qui étouffe et dans laquelle il n'y a plus assez de place. Votre idée aussi, vous dites qu'il faut baisser les effectifs de la ville de Paris, c'est même entre 50 et 60 000 agents selon les calculs. Vous dites 10% de moins dans les effectifs. Oui, alors on a beaucoup parlé au sein du mouvement, parce qu'on s'est rendu compte que pour financer nos priorités sur les crèches, la propreté et la sécurité, il fallait absolument faire des économies. On a regardé dans le détail, moi j'ai travaillé 5 ans à la ville de Paris, on a ouvert le moteur et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les effectifs de la ville de Paris avaient littéralement explosé au cours des années. Le chiffre officiel c'est 50 000, mais en réalité ils sont plutôt 60 000 quand ils votent aux élections professionnelles. La majorité d'entre eux sont dans les bureaux, il y en a 200 qui travaillent à la com, 1500 à la logistique, plusieurs centaines aux finances et aux achats. Comme dont vous avez fait partie. Oui, bien sûr, et je pense que ça va, il y avait beaucoup trop de monde déjà à l'époque, trop de gens dans les bureaux. C'est des gens valables, qui sont motivés, mais malheureusement, on n'a pas procédé à la revue d'effectifs qu'on aurait dû faire. Donc moi, je propose qu'on baisse de 10% les effectifs. Ça peut nous faire rapporter près de 200 millions d'euros par an. Je pense qu'il faut regarder poste par poste, là où il y a des contractuels qui devraient ne pas être renouvelés, ne pas remplacer tous les départs à la retraite, et puis enlever toutes ces fonctions support. Vous imaginez qu'il y a, on va dire, près de 27 adjoints à la maire de Paris, avec à chaque fois un cabinet. Il y a près de 30 personnes au cabinet de la maire de Paris. Il y a des chauffeurs pour les directeurs et les adjoints de la ville. Ça ne va pas. Et si on arrive à le faire, on pourra financer des dépenses utiles comme la sécurité, la propreté et la petite enfance, parce qu'on propose de créer 10 000 places en crèche. Mais peut-être qu'aussi, et ça je voulais vous le dire ce matin, on va peut-être réussir à baisser les impôts au cours du prochain mandat. Il n'y a pas un candidat qui a le courage de dire que notre objectif, ça va être de baisser les impôts à Paris. À Paris, la vie est chère, les loyers sont chers, les loisirs sont chers, les déplacements sont chers. Et bien plutôt que de prendre des demi-mesures, il faut se donner l'objectif de la baisse d'impôts. Combien? Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui, mais moi je prends l'engagement aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour réussir à baisser les impôts. Non pas de ne pas les augmenter, comme propose Anne Hidalgo, mais de réussir à les baisser au cours du prochain mandat. Les impôts, les impôts locaux, bien sûr. Les impôts locaux, on est d'accord. Autre proposition, vous dites plutôt que d'élire le maire de Paris, il faudrait élire le maire du Grand Paris au suffrage universel. Oui, alors ça ne sera pas lors des élections de 2020, parce que là on n'a plus le temps, mais ça serait pour les prochaines élections. En fait, il faudrait faire comme à Londres, dans lequel il y a un maire. C'est toujours l'idée de casser l'idée de Paris séparé de. Aujourd'hui, il y a une seule ville. Oui, c'est ça. Il y a une continuité urbaine entre Paris, Neuilly d'un côté, Paris, Montreuil de l'autre côté. On a des problématiques en commun et pourtant on n'a pas de contrat démocratique avec nos élus à l'échelle de la métropole parisienne. Il y a une métropole du Grand Paris aujourd'hui, mais qui est une coquille vide. Donc, mettons-nous tous ensemble pour les élections municipales de 2026. Élisons un grand conseil municipal métropolitain et évidemment, ce conseil municipal choisira son maire. La compétition entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani se poursuit sans que l'un des deux se démarque vraiment. Et vous, dans tout cela, un ralliement est à l'ordre du jour? Non, nous, on a choisi d'être indépendants et libres et d'aller jusqu'au bout. Nous, vous savez, on veut jusqu'au bout, malgré... Même si les sondages sont décevants, vous savez, mais la campagne n'a pas vraiment commencé, on bosse plus que les autres, on va y aller à fond. Moi, vous savez, j'ai fait le choix de l'indépendance et la liberté. Vous bossez plus que les autres, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que ça fait 2 ans qu'on est lancé dans la compétition, et moi, j'ai quitté l'entreprise que j'avais créée, je me suis consacré à totalement... Moi, j'ai pas de mandat parlementaire, je ne suis pas censé aller à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'ils y vont beaucoup d'ailleurs, comme Cédric Villani ou Benjamin Griveaux ou Pierrick Bournazel. Moi, je suis à 100% pour la campagne. Je travaille tout le temps. J'ai fait le choix de lutter contre la résignation, de lutter contre les difficultés des Parisiens qui quittent cette ville. J'ai envie de redonner du courage, de l'espoir et de la fierté aux Parisiens. Et en étant indépendant et libre, moi, j'ai pas d'agenda au niveau national, j'ai pas d'agenda au niveau régional. C'est tout pour Paris avec les Parisiennes et les Parisiens. Vous avez perdu quelques soutiens. Pierre Lichat, par exemple, qui a rejoint Valérie Pécresse. C'était pas mon soutien, mais c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il mène un combat courageux dans le Nord-Est. Il a choisi le classicisme de rester à droite. Je lui souhaite bon courage parce que je pense que dans la vie politique, on peut être en désaccord sur les idées, sur les stratégies politiques et on peut bien s'entendre tout de même. Merci. Merci à vous.